Bonjour à tous, c'est Point de Vue et c'est lundi et nous sommes fidèles au poste et heureux de vous retrouver. Ça savonne un peu, c'est normal, c'est le début de la semaine. Pour ce nouveau rendez-vous en direct, vous connaissez le principe de Point de Vue. 4 sujets sur lesquels nos invités s'expriment, mais vous aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur la page Facebook du Figaro et sur lefigaro.fr. 4 sujets donc aujourd'hui. Peut-on se fier à Donald Trump, le président des États-Unis, après avoir planté en beauté le dernier G7, rencontre demain Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Entrevue historique, et si finalement il était très malin ce Trump. Vous nous donnerez votre point de vue, on parlera aussi de l'Aquarius, ce bateau désormais célèbre avec 629 migrants à bord. Après le refus de l'Italie puis de Malte de les accueillir, c'est finalement l'Espagne qui ouvre l'un de ses ports à ce bateau. L'Espagne a-t-elle raison d'accueillir l'Aquarius ? Nous parlerons aussi du blocage des raffineries, c'est organisé par la FNSEA. Depuis hier soir, 14 sites bloqués par les agriculteurs qui veulent faire pression sur le gouvernement, notamment pour le respect des normes des produits étrangers. N'empêche que c'est une action illégale. Alors les agriculteurs sont-ils irresponsables ? Vous nous donnerez votre point de vue. Et puis c'est la polémique du jour. Il s'appelle Medine, c'est un rappeur. Il est programmé au Bataclan, sauf que le Bataclan, ça n'est pas n'importe quelle salle de spectacle. Et Medine n'est pas n'importe quel rappeur. On lui reproche notamment une chanson appelant à crucifier les laïcs. Il a appelé un de ses albums Djihad, d'où le scandale. Faut-il le déprogrammer ? Vous nous répondrez, chers invités. Bonsoir Édouard Tétrault. Bonsoir. Vous êtes essayiste, consultant, fondateur du cabinet de conseil en stratégie Mediafine. Votre dernier livre, Au-delà du mur de l'argent, a été publié chez Stock. Bonsoir Mathieu Souquier. Bonsoir. Vous êtes membre associé de la Fondation Jean Jaurès. Et vous êtes un ancien conseiller de Myriam El Khomri, la ministre socialiste du Travail. Ça, c'était dans le monde d'avant. Sous François Hollande, Thomas Guénolé est là aussi. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes politologue, membre de la France Insoumise. Vous êtes d'ailleurs co-responsable de l'école de la France Insoumise. Et votre dernier livre, Antisocial, la guerre sociale. Oui, c'est ça, c'est bon. Mais la fiche ne correspond pas. Antisocial, la guerre sociale est déclarée. C'est paru chez Plomb en 2018. Et puis, il y avait peut-être le livre d'avant qu'on avait aussi. Voilà. Alors, vous nous le citez parce que je le connais, mais je ne l'ai oublié. Non, c'est pas grave, mais justement, vous voyez ce qui s'affiche à l'écran colle pas. Donc c'est le bouquin d'avant. Islamopsychose, un autre ouvrage de Thomas Guénolé. Benoît Dumoulin est là aussi, bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de L'Incorrect, mensuel dans lequel s'expriment toutes les sensibilités de la droite française, on peut dire des choses comme ça. Exactement. Et vous êtes le co-auteur avec Charles Becbédé d'un livre qui s'appelle Charnellement de France. C'est publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Alors, on commence par parler de notre ami Donald Trump. Donc, samedi dernier, il a refusé de signer le communiqué final du G7 qui avait lieu à Lamalbay, sur les bords du Saint-Laurent. Donald Trump avait déjà la tête ailleurs, peut-être à sa rencontre avec Kim Jong-un qui va se passer demain. Écoutez ce qu'il disait justement samedi à la clôture de ce G7. I really feel confident. I feel that Kim Jong-un wants to do something great for his people, and he has that opportunity. And he won't have that opportunity again. It's never going to be there again. So I really believe that he's going to do something very positive for his people, for himself, his family. He's got an opportunity the likes of which I think almost, if you look into history, very few people have ever had. Édouard Tétrault, c'est pas la première fois, mais en écoutant ça, on se dit ou ce type a un grain, ou il a un instinct incroyable, en fait, il sait où il va, et c'est nous qui ne comprenons pas. Oui, alors, en tout cas... Si l'on n'exclut pas l'autre, peut-être, ajoute Thomas Guénolé. Ouais. Si on prend... Allez-y, pardon. Si on prend ce qui s'est passé le week-end dernier, la réponse est claire. C'est la camisole pour Donald Trump. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu... 7 pays majeurs, les pays du G7, qui se sont mis d'accord à l'arraché pour un communiqué final avec des résolutions pour protéger le commerce mondial, le libre-échange, etc. Tout le monde était d'accord, il y avait la parole du président des États-Unis. C'est bon, on y va. Et puis tout d'un coup, tout seul, dans son avion, il y a un éditorialiste du New York Times qui souligne que quand il est tout seul, quand il n'est pas confronté au réel, tout d'un coup, il se sent courageux. Alors là, il bombarde des tweets et il renie dans l'heure qui vient sa parole, l'accord, et on détricote tout. Donc ça donne il y a 2 sujets.
soit les Américains réussissent à le stopper eux-mêmes, enfin il y a un sujet quasi psychiatrique là-dedans, il faut dire les choses. Malheureusement, quand vous discutez avec des représentants au Congrès aux États-Unis, que voulez-vous, ce président est populaire, l'économie fonctionne bien, donc l'idée qu'il soit... Il a quand même été élu, même s'il y avait une majorité courte de voix. Oui, mais il y a un article, je ne suis pas un spécialiste de la Constitution américaine, mais il y a un article qui dit que si on n'est pas en état de tenir le pouvoir, on peut être... L'impeachment. Voilà. Simplement, il faut 2/3 des sénateurs qui votent pour votre destitution, et on estime à 10% ces chances-là. On a un sujet, nous, Européens aujourd'hui, qui est le containment. Vous savez, le containment de la menace soviétique aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va réussir à contenir la dangerosité d'une politique américaine qui est conduite par quelqu'un de très erratique. Un petit mot sur Kim Jong-un, c'est ça ? Quand il voit ça, qu'est-ce qu'il se dit s'il est un être un peu rationnel, plus rationnel que Donald Trump ? Il se dit, quoi que l'on discute, quoi que l'on négocie avec ce type, il peut, dans l'heure, détruire l'accord auquel on aboutit. Donc, he's a joke, c'est une farce. Donc, je pense que nous n'aboutirons à rien dans les 48 heures qui suivent. Mathieu Souquier, vous partagez cet diagnostic pessimiste. On peut aussi penser que Donald Trump s'est laissé entraîner un peu par la bonne ambiance du G7 et que finalement, revenu dans son avion, il se dit, mais moi, ce que je dois faire, c'est défendre les intérêts américains, donc je protège les producteurs américains et ensuite je vais faire la paix avec Kim Jong-un. Exprès, je suis sur une tonalité un peu plus positive sur notre ami Donald. J'imagine qu'il avait à cœur de défendre les intérêts de son peuple en arrivant au G8, qui s'appelle le G7 et qui devient un peu le G6 maintenant. Il avait, j'imagine, ça à cœur. Deux nuances toutefois par rapport à... Je ne sais pas si... Je ne suis pas psychiatre, donc je ne sais pas quel est l'état en fait, de santé mentale du président américain. Ce qu'on constate évidemment est toujours assez inquiétant le concernant. Deux choses toutefois. Je reprenais connaissance du niveau de déficit commercial américain. Donc c'est vrai qu'on avait un président américain qui abordait en fait le G7 avec pour son pays un déficit commercial de 500 milliards d'euros. Donc évidemment, j'imagine qu'il entrait dans les discussions avec ses partenaires, entre guillemets, avec un état d'esprit particulier. Ce qui est troublant, évidemment, c'est l'évolution de sa position et de son discours en quelques heures. Donc je ne sais pas s'il est fou, en tout cas il est versatile dans sa posture, ça c'est sûr. Ce serait un personnage de fiction, tout le monde en rirait. On en rit même parfois, mais c'est vrai que c'est assez inquiétant. L'image que ça donne, c'est qu'il est capable de bâcher ces 6 partenaires traditionnels qui sont à la tête des grandes démocraties du monde pour, quelques heures plus tard, fanfaronner avec un dictateur épouvantable. Ça, évidemment, n'importe quel citoyen de démocratie se sent insulté, en fait, par ce genre de posture politique. Ensuite, que des questions totalement légitimes soient débattues en matière de commerce international, ça me semble évident. Et il faut bien noter, quel que soit le mal qu'on pense de Trump, de sa présidence, de sa gouvernance, il faut bien noter qu'il est aujourd'hui, malheureusement, très populaire et très soutenu encore par l'opinion de son pays. Et plus, manifestement, il s'embourbe dans ce genre de posture, plus malheureusement, il renforce sa popularité chez lui. Et que par ailleurs, l'économie américaine se porte plutôt bien, voire même très bien, parce que le chômage n'a jamais été aussi bas. Benoît Dumoulin, est-ce que Donald Trump vous inquiète ? Il est imprévisible, il est surprenant et en diplomatie, on a besoin d'une certaine lisibilité. Là, c'est évident qu'on ne l'a plus. C'est effectivement inquiétant pour l'état global, le concert des nations. Maintenant, il peut en ressortir quelque chose. Je lisais d'ailleurs dans vos tribunes la semaine dernière une analyse intéressante comme quoi finalement Donald Trump n'est pas un néoconservateur. Il est entouré par des néoconservateurs, mais lui ne l'est pas. Et puisqu'on parlait de la Corée du Nord, il ne cherche pas à ce que le régime change. Son but, c'est d'obtenir la dénucléarisation et un traité de paix, puisque rappelons que depuis 1953, il y a un armistice, mais pas de traité de paix. S'il y arrive là où Carter, Clinton et Obama ont échoué, il entrera dans l'histoire et sa réélection est assurée. Donc ce genre de personnage complètement imprévisible qui prend des décisions quelquefois qui vont mais complètement dans le sens inverse de ce qu'on pourrait attendre, c'est pour le meilleur comme pour le pire. En tout cas, point de vue américain, je pense que il a tout intérêt à réussir. Et s'il réussit, il
pourra, avec son côté cavalier et peu soucieux des relations internationales, il pourra plus facilement s'entendre avec Kim Jong-un qu'un démocrate, entre guillemets, quoi. Thomas Guénolé, c'est intéressant cette thèse qu'en fait, Donald Trump serait un homme très libre et finalement ça pourrait être un atout quand on discute avec quelqu'un avec qui on n'est pas forcément d'accord au départ. Donald Trump négocie au niveau des affaires internationales comme il négociait quand il était un homme d'affaires essentiellement dans l'immobilier. Et donc quand on se renseigne un peu sur les méthodes qu'il utilisait, c'est simple, il mentait tout le temps. Et à la fin, une fois qu'il y avait un accord, il finissait par le rompre à la dernière minute en disant « Je ne finirai par te payer ce que je te dois que si je te paye 75% du montant initialement prévu. » Et donc, à la fin à la fin des activités de business, finalement, à la fin de ces activités de business, vous vous retrouvez avec uniquement, je crois, la seule grande banque qui continuait quand même à faire des deals avec lui, c'est la Deutsche Bank. Et toutes les autres arrêtaient de faire des deals avec lui parce qu'il se comporte comme ça. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui essaye d'être imprévisible, mais en réalité ne l'est pas. C'est ce qu'il est juste en train, systématiquement, de fonctionner en rapport de force pur. Et vous noterez d'ailleurs qu'il y a eu des tentatives ici et là d'essayer de devenir son nouveau meilleur ami, de le cajoler, de le caresser, etc. Ça ne marche pas. C'était très fort à M. Macron. C'était bien d'essayer, mais ça ne marche pas. Et donc, on en est au stade, et ce n'est pas particulier à Donald Trump, parce qu'il ne faut pas personnaliser excessivement les rapports de puissance. On en est maintenant à un stade depuis quelques années, ça commence déjà avec Clinton ou même auparavant avec Reagan, où les États-Unis deviennent une menace pour la paix mondiale. Il faut être clair là-dessus. Je vous prends le dossier iranien, par exemple, l'accord nucléaire sur l'Iran. Les contrôles de l'AIEA ont prouvé que l'Iran a respecté ses obligations, donc c'était injuste d'annuler l'accord. Annuler l'accord, ça a poussé l'Iran à reprendre son programme nucléaire, ce qui est donc une décision mais totalement irresponsable de la part des États-Unis par rapport aux équilibres du Proche-Orient. Ça a montré au monde entier que les États-Unis, leur signature dans des accords, ça ne vaut rien. Et puis alors, il y a quelque chose, si vous me permettez, en tant qu'Européen, il y a quand même quelque chose de gênant, c'est que Washington a montré à cette occasion au monde entier que les puissances européennes font de la figuration, n'ont pas leur mot à dire, puisqu'elles sont traitées en vassales par Washington. Attendez, juste un truc. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est passionnant. S'il arrive à un traité de paix avec Kim Jong-un, à ce moment-là, ça sera plutôt un atout pour la paix qu'une menace pour la paix. Il y a un malentendu là-dessus. En fait, Washington n'y est pour rien dans le rapprochement actuel des deux Corées. C'est le président Moon Jae-in, qui est le président de la Corée du Sud, qui bosse là-dessus à force de négociations pour obtenir un accord de paix depuis plus d'un an, avec des gestes symboliques comme par exemple, je ne sais pas si vous avez noté ça, il y a une équipe sportive féminine commune aux deux Corées, ce genre de symbole, et surtout le fait de poursuivre des négociations pour obtenir quelque chose sur quoi les deux Corées sont déjà d'accord, ça on ne le sait pas, la dénucléarisation totale de toute la péninsule, qui bloque les États-Unis. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec le décalage horaire, ça va commencer cette nuit, cette rencontre absolument historique. Sur le Figaro.fr, on ne se couche jamais, donc vous allez avoir vous allez pouvoir suivre ça en direct. Et demain, dans les décrypteurs, il y aura une émission spéciale justement pour suivre ce face-à-face absolument historique qui se passe, je vous le rappelle, à Singapour. Nous traversons l'océan pour revenir en Europe, mais peut-être pour parler encore de protectionnisme, même si évidemment c'est sur un registre qui n'a rien à voir. Après la décision de l'Italie puis de Malte de refuser l'entrée sur leur territoire d'un bateau dénommé l'Aquarius, abritant 629 migrants, c'est finalement l'Espagne qui a décidé d'accueillir ce navire. Pedro Sánchez, le nouveau chef du gouvernement espagnol, a expliqué que c'était une obligation morale de venir au secours de ces populations. Alors que Matteo Salvini, le patron de la Ligue, qui est aussi le nouveau ministre de l'Intérieur italien, a lui dit c'est une grande victoire. Une grande victoire, pourquoi ? Parce que l'Italie avait promis qu'elle n'accueillerait plus de migrants et elle commence à le faire. Édouard Tétrault, qu'est-ce qu'on peut penser de cette décision de l'Espagne ? Vous pensez que ça crée un précédent ? C'est aussi un service rendu à l'Italie, puisque finalement, Salvini dit, vous voyez, j'ai fait campagne contre l'accueil des migrants et je tiens mes promesses. Bon, il y a plusieurs choses. Il se trouve, j'ai passé quelques jours en Italie. Ce qui se passe en Italie aujourd'hui, ça illustre le déficit d'Europe. Si tout d'un coup vous avez des pays qui jouent à tiens, je te les laisse ou tu n'as pas voulu m'aider, l'Italie, c'est 700 000 migrants
qui sont arrivés depuis 2015. Depuis 3 mois, c'est 90 migrants qui arrivent chaque jour. Et les autres pays tournent le dos, regardent de l'autre côté et font comme si de rien n'était. Le résultat de ça, c'est que nous avons la Ligue du Nord plus BP Grillo, le mouvement 5 étoiles. Ça va probablement pas durer, mais en tout cas, nous avons des populismes de droite extrême, de gauche extrême qui s'installent au pouvoir. Donc, ça montre un déficit d'Europe. 2, je dois dire que tant qu'on n'aura pas une réponse européenne coordonnée, qu'est-ce qu'on fait de ces êtres humains? J'ai regardé les images, il y a une journaliste, je crois, d'Euronews qui est embarquée sur ce bateau. Vous regardez les images des femmes et des enfants, vous pleurez. Vous dites, est-ce que ça il y a des jeunes enfants, des femmes enceintes. Est-ce que ça peut pas être moi, un moment, un jour? Est-ce que dans l'histoire de ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui a vécu ça à un moment? Donc vous dites, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'honneur d'un pays, c'est de dire, débrouillez-vous, on va les couler? Je dois dire que cette décision, elle est à l'honneur de l'Espagne. Malheureusement, les Italiens n'ont jamais dit qu'ils allaient couler le bateau. Hein. Non, mais on n'en veut pas. Le Premier ministre de Malte, encore pire, parce que c'était lui qui, en droit, devait les prendre. Donc, ça ne suffit pas de donner un crédit au pays. Il faut réorganiser une unité, une politique européenne là-dessus pour avoir une réponse. Et la réponse, elle est évidemment et d'abord chez les pays d'Afrique qu'il faut... aider, quel qu'en soit le prix, parce que si nous évitons de payer cette facture-là, nous voyons à quel point nous devons la régler aujourd'hui de façon un peu sauvage. Benoît Dumoulin, il y a 2 logiques qui s'affrontent. Là, il y a la logique démocratique du gouvernement italien qui dit j'ai été élu pour arrêter l'immigration, je l'arrête, et puis la logique humanitaire du gouvernement espagnol. C'est pas forcément antagoniste. Disons que avant tout, les Italiens, vous avez rappelé les chiffres, l'Italie, c'est le premier point de passage des migrants. Ensuite, il y a la Grèce et ensuite, après, il y a l'Espagne. Donc, on comprend l'Italie, on comprend que n'en pouvant plus d'être seul et ne pas obtenir des autres pays de l'Union européenne un assouplissement de ce fardeau, ils aient réagi ainsi. Maintenant, le problème, il est en amont. En amont, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a une opération en ce moment qui s'appelle Sophia, qui est une opération militaire de l'Union européenne et qui essaye de faire des patrouilles maritimes en Méditerranée pour empêcher les migrants d'arriver sur les côtes. Mais le problème, c'est que cette opération est bloquée dans les eaux ne peut pas accéder aux eaux territoriales libyennes, puisque la Libye ne le permet pas, ne l'autorise pas. Il faudrait une résolution au Conseil de sécurité. Tant que la Libye s'y oppose, on ne peut pas agir là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour empêcher que cette situation se produise? C'est un moment mettre la Libye au pied du mur en disant soit vous avez la possibilité vraiment de contenir les migrants et surtout de sanctionner les passeurs, parce que c'est ça dont il s'agit, c'est des gens qui font du business sur la misère humaine, soit si vous n'avez pas la possibilité, nous on interviendra sur vos côtes. Et je rappelle qu'après le 11 septembre, vous avez eu des accords qui ont été passés avec le Maroc, qui s'appellent les accords 5+5, et qui ont permis de stopper cette immigration illégale. Si on ne traite pas avec chaque État du Maghreb, si on ne fait pas la même chose que ces accords 5+5, on aura cette même situation et effectivement, on ne peut pas laisser mourir des gens en Méditerranée. Donc c'est normal d'avoir une action humanitaire, mais une action humanitaire ne veut pas dire qu'ensuite on accueille ces populations sur un plan plus pérenne et qu'on a fait des citoyens. C'est 2 choses différentes. Quel est le rapport avec le Maghreb? Je vais vous donner Les réfugiés sont syriens, quel est le rapport? Non, il y a beaucoup de Libyens. Non, énormément de Libyens. Si on prend les Syriens, les Syriens dans leur écrasante. Attendez, les Syriens dans leur écrasante majorité, ensuite des Afghans, et je veux dire, on ne va pas les envoyer au Maghreb, on est d'accord? Non, mais c'est juste, je comprends pas. Là, je parle de cette logique-là. Le Maghreb, parce que c'est l'Afrique du Nord et c'est de là que. Donc, comme vous êtes un pays voisin, c'est pour vous. C'est la logique que vous dénonciez à l'instant, pourtant. Non, je vous suis non, pas. Mais il y a pardon, pas. Il y a une. Ça marche pas. Si vous ne négociez pas avec les pays frontaliers de la Méditerranée, vous négociez avec qui? Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi ce serait à eux de prendre on va peut-être vous laisser la parole pour. Vous voyez, mais même, je vous rappelle que l'Afrique du Nord est limitrophe de la Méditerranée. Vous pensez que c'est illégitime? Non, mais c'est pas ça géographique avec laquelle il faut jouer. Non, je vous pose une question simple. Non, au nom de. On peut négocier avec l'Afrique du Sud. Je vous pose une question. Je vous pose une question très simple. Au nom de quoi ce serait au Maroc
de récupérer les réfugiés qui sont arrivés chez vous et qui viennent de Libye. Expliquez-moi, ça Il y a m'intéresse. une réalité géographique de la Méditerranée et que si vous composez pas avec l'Algérie, le Maroc, la Libye, l'Égypte... Vous ne répondez pas à la question. Alors moi, je vous la retourne. Pourquoi eux? Thomas Vous Ganelli, n'avez c'est toujours bon pas répondu. On peut négocier. Population, un État doit être. On ne se pose pas la question. Non, vous parliez des Libyens à l'instant. Moi, je parlais Pourquoi de ce la serait au Libye, Maroc Il de les faudrait récupérer? une carte j'ai jamais dit que de le la Maroc devait géographie de la Méditerranée. J'ai Vous disiez le Maghreb tout à l'heure. Maroc, pourquoi le Maroc ou l'Algérie? Je ne comprends pas votre logique. Vous avez vu une carte de la Méditerranée, Thomas? J'entends bien, mais je vous repose la question. Pourquoi Moi, je vous la de récupérer ce retourne. pays? Pourquoi voulez-vous ne pas faire avec les pays qui sont les principaux concernés? Alors, Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans le là parce raisonnement. que... Pourquoi un autre État souverain qui n'est pas concerné ni par le point de départ, ni par le point Thomas d'arrivée, Ganelli, alors, aurait récupéré des dans ce réfugiés? cas-là, Ça n'a pas de sens. soyons plus directs et parlons de la Libye. Est-ce que la Libye, Thomas Ganelli, est-ce qu'il est légitime que les Européens disent aux Libyens, maintenant vous arrêtez de laisser partir les migrants de chez vous? Aux Libyens, vous direz, à l'État libyen? Ben oui, Ça pour pose autant un qu'il problème, existe, ça parce pose qu'il un y en a problème, deux. ça pose un problème technique, il n'existe plus. Donc c'est pas possible, Ce que oui, parce en qu'il n'y a pas fait, d'État libyen. si vous voulez, il y a quand même un. Je peux finir? Donc on fait quoi? C'est une excellente remarque que j'allais vous faire moi-même. Voilà. D'abord, il y a la question, quand les réfugiés arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On les accueille. Alors, vous citiez une obligation morale. Avant d'en arriver là, il y a une question plus simple, qui est l'obligation de droit international. L'obligation de droit international nous impose d'accueillir les réfugiés quand ils arrivent, ou alors vous nous annoncez que la France n'est plus signataire de la Convention internationale sur le droit d'asile, et dans ce cas-là, il faudra acter qu'on arrête de considérer que la France est un pays des droits de l'homme. Voilà, parce qu'à un moment, il faut être cohérent. Donc, Pour l'instant, c'est plutôt l'Italie qui la qui question, veut plus. je suis d'accord avec vous, c'est surtout l'Italie qui a fait l'essentiel de l'effort. Donc il y a une question de partage de l'effort. Mais avant d'en arriver là, secourir les réfugiés, c'est une obligation, mais il faut que ce soit fait de façon organisée, c'est-à-dire laisser pousser ici et là des bidonvilles, comme on a le cas à Calais, comme on a le cas à Paris, etc., etc. Je n'appelle pas ça une façon sérieuse et rigoureuse d'organiser la situation de crise humanitaire. Donc ça suppose d'organiser de vrais centres humanitaires et non pas de laisser se développer des bidonvilles qui posent ensuite des problèmes en cascade. Ensuite, si on est rigoureux et sérieux sur la façon de résoudre la crise des réfugiés, elle se résout au départ, c'est-à-dire pourquoi vous vous retrouvez avec des réfugiés en première place. Tout simplement parce que vous avez un certain nombre de pays qui sont dans des situations de guerre civile, de famine. Et donc, la question, si vous voulez la résoudre durablement et non pas en bricolant, c'est de régler ces problèmes à la racine. Et finalement, vous êtes d'accord avec Edouard Setou. En particulier sur la Syrie. On est d'accord sur Trump. En particulier sur la Syrie, l'urgence, me semble-t-il, c'est d'avoir une conférence de paix avec tous les acteurs, à l'exception des factions islamistes. Malheureusement, ça n'en prend pas le chemin, surtout quand l'intervention qui est faite consiste en fait à faire des bombardements unilatéraux par quelques pays qui décident que c'est la bonne façon de rétablir une stabilité en Syrie. C'est pas très malin. Quelques pays, dont les États-Unis et la France. Je passe la parole à nos internautes, parce que je ne l'avais pas encore fait jusqu'à présent. Honte à moi. Faut pas charrier sur le Figaro.fr qui nous dit si l'Espagne garde ses migrants chez elle, elle a raison. La France en a déjà fait pas mal, mais je crois qu'il ne faut plus aller les chercher. Johan sur le Figaro.fr qui nous dit humainement on doit accepter ces migrants. Et One Shout, toujours sur le Figaro.fr, le problème ce sont les ONG, pas les migrants. Ils mettent la pression sur les pays européens. Alors les ONG justement, je vous dans le cas de la Libye, en réalité, c'est de notre faute directement, puisque c'est une coalition États-Unis, Royaume-Uni, France qui a pété le pays. Donc à un moment, voilà, s'il y a un sujet sur lequel c'est à nous de les accueillir, c'est bien celui-là, puisque c'est nous qui avons cassé. Obtenant le départ du pouvoir de Kadhafi. À propos d'ONG, je propose d'écouter cette réaction. Ça, ce que vous venez de faire. Je vous propose d'écouter cette réaction de Fabienne Lassalle, c'est la directrice d'SOS Méditerranée. Elle s'est exprimée avant que l'on connaisse la décision de l'Espagne d'accueillir ces bateaux, en expliquant toute la difficulté de son travail. Regardez. C'est clairement une étape supplémentaire de franchie dans les difficultés que nous rencontrons depuis quelques mois déjà. On ne sait pas jusqu'à où cela va nous mener et comment et en quelle mesure on pourra continuer à mener notre action qui est juste de sauver des gens qui se noient en mer. Et on ne comprend même pas que ça puisse être remis en question et que ça puisse amener comme ça des tergiversations. Mathieu Souquet, est-ce qu'il faudrait demander à un moment aux ONG de dire arrêtez d'organiser ou de faciliter l'arrivée de ces migrants? C'est une excellente question et je vais vous répondre. Mais avant de vous répondre, en fait, je voulais rebondir sur 2-3 sujets que mes camarades ont abordés. Alors 2 seulement, après vous répondez à ma question. Promis. Le premier sujet, on a nous-mêmes entretenu une forme de confusion dans le débat public chez nous en faisant adopter par le Parlement une loi asile et immigration, où on a en fait mélangé 2 choses, l'asile et l'immigration. Donc ne nous trompons pas sur
les territoires d'origine des personnes qui gagnent aujourd'hui l'Europe et les raisons qui les poussent à fuir leur pays et à arriver dans les différents pays d'Europe. Donc ne confondons pas asile et immigration. Deuxième chose sur les chiffres que vous citiez tout à l'heure, ce ne sont pas 700 000 personnes qui sont arrivées en Italie depuis 2015, mais depuis 2013, ce qui est un tout petit peu différent en termes de pression migratoire malgré tout. Deuxième chose, la France serait peu fondée à faire la leçon soit à l'Italie, soit à l'Espagne, compte tenu du fait que les engagements pris par la France, déjà très très light, d'accueillir 30 000 personnes, n'ont pas été tenus. Je crois que c'est 4 000 ou 5 000 personnes seulement qui ont été accueillies sur les 30 000 que la France s'était engagée à accueillir, là où l'Allemagne avait dit « je ferai beaucoup plus ». Mais il y en a eu plus que 4 000 qui sont arrivés. Ils n'étaient pas accueillis, mais ils sont arrivés quand même. Certes, en attendant les 30 000 qu'on s'était engagés. Voilà, on va laisser terminer Mathieu Soukia. Mathieu ne peuvent pas rester en France, en plus la preuve, il y a un Voilà, on embouteillage va laisser terminer Mathieu Soukia, surtout qu'il n'a pas encore répondu à ma question. Mais l'engagement des 30 000 n'a de toute façon pas été tenu et cet engagement était déjà extrêmement light quand même. Disons-le. Troisième chose, néanmoins, il y a bien deux positions possibles, celle de l'Italie, celle de l'Espagne. On s'est beaucoup fait peur dans les commentaires au cours des derniers jours et des dernières semaines, assez légitimement, sur le populisme au pouvoir en Italie et les premières décisions qui sont prises. Il se passe quelque chose d'un tout petit peu rassurant en Espagne, qui est un pays qui ne se porte pas mieux économiquement que l'Italie, mais qui vient de désigner dans des conditions politiques difficiles un nouveau gouvernement qu'il n'est pas inintéressant de regarder. Il est très paritaire, une majorité de femmes. Et maintenant, ma question sur les ONG. Est-ce qu'à votre avis, il faut dire aux ONG, écoutez, arrêtez, ça crée un appel d'air, l'aide que vous apportez aux migrants? Le fantasme de l'appel d'air existe en fait depuis toujours. Et il tétanise nos politiques dans tous les pays, c'est parce qu'on craint un appel d'air qu'en fait on ne fait rien, qu'on ne traite pas le problème et que même la question migratoire est un grand impensé de nos politiques publiques. Il y en a eu un quand Quand Angela Merkel dit on arrivera, vous pouvez venir, il y a eu 1 million de personnes qui sont venues. Mais est-ce que toutes ces choses-là, est-ce que toutes ces choses-là sont immaîtrisables dès lors qu'elles sont collectivement posées, collectivement débattues et ensuite collectivement réparties? En fait, je ne le crois pas. En tout état de cause, le fantasme de l'appel d'air est bien supérieur à ce qu'est la réalité en général de l'appel d'air. Et pour ce qui est de la question concernant les ONG, heureusement que les ONG sont là, heureusement que les ONG font leur travail et heureusement même que les ONG en général font pression et sur l'opinion et sur les gouvernants des différentes démocraties qui sont extrêmement frileuses par rapport à cette problématique, certes complexe, mais qu'il faut bien traiter. Ce serait vraiment bien qu'on arrête de péter les pays de départ à coups de bombe. Pardon d'y revenir, mais notre responsabilité, c'est quand même d'avoir contribué à des situations extrêmement graves dans un certain nombre de pays. Et derrière, c'est quand même stupéfiant de voir traiter cette crise des réfugiés comme si on y était pour rien. En particulier dans le cas des Libyens, c'est quand même stupéfiant. Qui plus est d'ailleurs, on revient sur notre précédent sujet, c'est-à-dire les États-Unis en tant que menace pour la paix mondiale, c'est quand même créer un précédent extraordinairement dangereux de décider de manière unilatérale de renverser par les armes et par les bombardements un gouvernement en place et derrière de laisser un État effondré et puis ensuite aller convaincre d'autres régimes de type autoritaire, dictatoriaux, totalitaires, etc., d'évoluer par la discussion avec des puissances qui utilisent ce genre de méthode. Donc c'est vraiment irresponsable. Et c'était pas sous Trump, ça. Non, c'était effectivement sous son prédécesseur et d'ailleurs ça a commencé avec Nicolas Sarkozy, en tout cas pour l'intervention en Libye, avec l'aide des Britanniques, on le rappelle. Revenons en France, vous parliez d'irresponsables sur un registre heureusement moins tragique. Nous nous posons la question, et si les agriculteurs étaient irresponsables? Un certain nombre d'entre eux, via leur principal syndicat, sont appelés à bloquer depuis hier soir 14 sites, à la fois des raffineries et des dépôts de carburant. Ils entendent ainsi protester contre la politique du gouvernement, en particulier sur une sévérité insuffisante en matière de normes sur les produits importés, notamment l'huile de palme. Alors, les agriculteurs sont-ils irresponsables? En tout cas, ils sont a priori dans l'illégalité. Écoutez ce qu'en disait ce matin Stéphane Travert. Il était l'invité d'RTL et il est le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Moi, je dis qu'aujourd'hui, ces blocages sont illégaux et que ce n'est pas en bloquant des raffineries que l'on trouvera les solutions adéquates, tout simplement. Benoît Dumoulin, c'est légitime l'action des agriculteurs?
Il y a une différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Bien sûr, le ministre l'a rappelé. C'est légal, la réponse est non. C'est pour ça que j'allais directement à la deuxième. Donc je vais directement est-ce que c'est légitime ? Moi, il me semble qu'on est face à un problème qui est où les agriculteurs sont acculés. C'est-à-dire que l'huile de colza, on le sait, coûte plus cher. On peut dire l'huile de colza fabriquée par les agriculteurs français et qui permet de faire du carburant bio, éthanol, des choses comme ça. Coûte plus cher. Et donc, dans une logique économique, pour sauver les emplois des raffineries, notamment celle de la Med, il a été décidé, mais c'était le précédent gouvernement, c'était François Hollande, mais la mesure donc, est un peu retoquée, rentre en application aujourd'hui, d'importer de l'huile de palme. Mais le problème, c'est qu'on veut peut-être sauver des emplois industriels, mais on va sacrifier des emplois agricoles. Donc non, ce n'est pas une bonne solution. Il y aurait deux autres leviers qui, à mon avis, seraient préférables. Le premier, c'est de mettre des droits de douane sur l'huile de palme. Donc dans ce cas-là, au moins, vous permettez aux agriculteurs français de ne pas être concurrencés par les importations étrangères. La deuxième, à mon avis, plus simple dans un premier temps à mettre en œuvre, c'est de jouer sur le niveau des charges. C'est-à-dire qu'on comprend très bien que les raffineries ont besoin de comprimer les coûts. Vous leur dites de prendre de l'huile de colza et pas de palme, mais dans ce cas-là, vous réduisez le niveau des charges. Et là, dans ce cas-là, vous comprimez les coûts. Finalement, Édouard Tétrault, Benoît Dumoulin parle comme Donald Trump et il trouve qu'il faut mettre des droits de douane et les agriculteurs pensent comme lui. Donc ça peut être légitime parfois le protectionnisme, non ? Un point commun n'est pas une relation d'identité, si je peux me permettre. Écoutez, ce qui est malheureux, c'est que les agriculteurs qui sont une population en grande souffrance aujourd'hui sur le territoire, souffrance économique, souffrance sociale. J'ai plus les chiffres en tête du suicide des agriculteurs pour surendettement. Enfin, là, on ne parle pas de fin de RMI ou de RSA, on parle de choses très graves. C'est que cette profession et cette population n'arrivent pas à se faire entendre des pouvoirs publics, n'arrivent pas à se faire entendre probablement les autres lobbies, les autres industries se sont mieux organisées, mieux structurées pour faire peser leur poids économique. Il faut évidemment regretter que l'on en arrive là. Mais je suis assez d'accord avec Benoît sur les pistes possibles pour une sortie de crise. Et je n'ai pas grand-chose à rajouter. Il est dommage qu'on passe par des blocages de raffinerie pour se faire entendre sur des sujets d'extrême bon sens. Mais voilà. Thomas Guenolé, c'est peut-être vous qui allez faire entendre une voix libérale sur ce plateau. On ne parle pas du statut des cheminots et de choses incroyablement généreuses qu'il faudrait préserver, qui font couler une entreprise. On parle de gens qui sont surendettés, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et qui, oui, je sais c'est un service public. Ah oui, c'est un bien commun. Ça, sinon, elle aurait fait une entreprise possède un bien commun. Elle aurait fait faillite depuis longtemps. Mais c'est pas le sujet. Non, une entreprise sert à faire du profit et un service public sert à assurer un service. Être d'accord sur certains points, mais vous aimez bien angler des choses. La SNCF est une entreprise, effectivement, qui est une entreprise qui est dépositaire probablement d'un bien public. Là, je faisais juste une remarque sur le fait que les agriculteurs sont dans des états de souffrance autrement. Alors, j'interromps votre débat sur la SNCF, surtout car ce n'est pas le sujet du jour, et je continue à parler par-dessus vous. Du coup, on ne vous entend plus et c'est moi qui vais reprendre la parole. Cher Thomas Guenolé, vous me laissez parler puisque la SNCF n'est pas le sujet du jour. Et quand quelqu'un dit quelque chose de faux sur le plateau, c'est ce que vous avez fait et je vous ai laissé un temps de parole absolument équivalent sur ce sujet. Mais je répète que ce n'est pas les cheminots qui coulent la SNCF. Une fois de plus, votre sens de la rhétorique et votre maîtrise des plateaux de télévision. Mais en l'occurrence, nous allons revenir donc à nos chers agriculteurs. Je vais vous donner l'avis de Faupas Charrier, c'est probablement un pseudonyme, sur le Figaro.fr. Je n'ai pas l'impression que ce conflit va durer longtemps. Les agriculteurs n'ont pas les moyens de bloquer ces sites très longtemps. D'où ma question, cher Thomas Guenolé, est-ce que ça vous paraît légitime de bloquer des raffineries et donc de mettre en danger l'approvisionnement en essence des Français pour défendre des intérêts ? C'est à cause des problèmes massifs d'investissement excessif dans les lignes de TGV que la SNCF est en déficit, monsieur. Ah, alors ça y est, là vous avez répondu sur la SNCF. Et maintenant, cher Thomas Guenolé, vous répondez à ma question. Et non pas mon cher Thomas Guenolé, vous répondez à ma question. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Oui, on y est arrivé. Ensuite, sur la question, est-ce que c'est illégal ? C'est simple. Bien sûr que c'est illégal. Oui, c'est illégal. Et donc ceux qui sont en train de se mobiliser comme ça ont fait le choix
et c'est leur droit de faire ce choix, d'engager une lutte qui est illégale. Ils ont pris le risque, et c'est leur droit, de s'exposer à des sanctions, à des sanctions judiciaires, etc. Donc cette question-là étant réglée, venons-en au fond de leur lutte. De faire des choses illégales. Non, mais on a le droit rhétorique. Non, c'est pas ça. Non, on a le droit de prendre le risque de s'exposer. D'aller en prison. Bien sûr. Absolument. Ça fait partie du panel. Et d'autres On vous sent un peu admiratif. Non, pas particulièrement. Non. C'est juste, je suis simplement en train de vous dire, quand vous dites, attention, c'est illégal. Oui, c'est illégal, c'est pas contestable. Et dans les différentes formes de lutte sociale, écologique qui existent, on a pléthore d'exemples de gens qui ont décidé de prendre le risque de faire quelque chose d'illégal au nom de leurs convictions. À une époque, ça pouvait être par exemple des objecteurs de conscience, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça, donc ça fait partie des choses qui existent. Ensuite, sur la question de la méthode utilisée précisément, je voudrais rappeler que les routiers ont fait ça en 1996, le blocage des dépôts d'essence. Voilà, et ça a provoqué des pénuries. Donc je ne vois pas pourquoi les routiers auraient eu le droit de le faire en 1996 et les agriculteurs, ce serait particulièrement une infamie. Ensuite, sur le fond de ce qui est de l'enjeu, à la France Insoumise, on est de toute façon on est pour un protectionnisme écologique, c'est-à-dire des droits de douane sur les produits qui posent un problème de pollution, que ce soit dans le processus de production, dans ce qu'entraîne son exploitation ou dans le processus de transport. Donc on n'a pas de problème avec ça. Mais plus largement, nous on pense que ce qui est urgent, en réalité, c'est que toute l'agriculture s'engage, et l'économie en général, dans un processus de transition écologique complète de notre économie. Pour une raison très simple, nous sommes déjà entrés dans un processus que les climatologues appellent l'anthropocène et qui est caractérisé par la 6e extinction de masse des espèces. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'horizon du siècle, l'espèce humaine et l'écosystème sous sa forme actuelle sont menacés d'extinction. Donc il s'agirait de prendre la mesure du problème et donc de s'engager dans une politique de transition écologique. Et le Figaro Magazine, qui une fois n'est pas coutume, est un peu sur la ligne de la France Insoumise, a publié il y a 15 jours son numéro du week-end sur l'extinction des espèces animales, celle-là. Mais donc nous avons au moins cette préoccupation en commun. Mathieu Souquier, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin sur ce sujet. Chouette. Alors moi je voulais revenir sur la SNCF justement. Non, c'est une blague. Qu'est-ce que je veux dire ? Réjouissons-nous, en fait, Total a réussi à faire de certains agriculteurs des écolos convaincus, militants et qui sont même prêts à mener des actions un peu fortes. Aucun mouvement social n'est illégitime. Là, pour rebondir sur illégalité ou pas, c'est illégal, mais encore une fois, aucun mouvement social n'est illégitime. Il y a une revendication portée par des agriculteurs. Je ne serais pas d'accord avec Édouard Tertreau qui disait tout à l'heure que c'était un lobby qui s'était sans doute mal organisé. Non, le lobby agricole est très puissant chez nous et notre agriculture est globalement très puissante. Ensuite, il y a évidemment des agriculteurs qui souffrent. Et il y a deux agricultures, une agriculture qui se porte bien avec de grandes exploitations et puis de plus petits exploitants qui, eux, ont des difficultés. Notre pays a connu en 30 ans une mutation considérable puisqu'on est passé de un peu plus de 3 millions d'exploitations à un peu moins de 300 000 aujourd'hui. Donc évidemment, sont très minoritaires. Certes, mais elles représentent une part considérable de la production et qui est même une production qui s'exporte. On recule à l'international en matière d'export, de commerce agricole, mais quand même nous restons une grande puissance agricole. J'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on voit là que l'art de gouverner est toujours difficile. On a arbitré entre du court terme et des emplois industriels, et puis en fait du long terme et la constitution d'une agriculture qui est plus propre, plus responsable. Et voilà. Donc on passe son temps en fait à arbitrer entre des logiques qui peuvent être contradictoires, qui ne s'inscrivent pas dans le même temps, dans le même calendrier, et on doit composer avec et des ouvriers qui sont susceptibles de perdre leur travail, et avec des agriculteurs qui sont mis en difficulté par une organisation à un instant T du groupe Total pour de la production de carburant. On passe au dernier sujet de ce point de vue, une polémique très forte, en particulier sur les réseaux sociaux, mais pas que, concernant le rappeur Medine. Il est programmé pour 2 concerts au Bataclan. Le Bataclan, évidemment, n'est pas une salle de concert comme les autres. Je vous rappelle que les attentats tragiques ont fait près de 100 morts, attentats islamistes. Et Medine est un chanteur qui a titré un de ses albums Djihad, mais c'était avant les attentats. Il a par ailleurs fait une chanson très, très violente, en tout cas très virulente, contre le camp laïque. Du coup, faut-il le déprogrammer? Pour fixer le débat, écoutez d'abord Danielle Obono, c'est la députée France Insoumise de Paris. Elle ne voit pas où est le sujet. Regardez. Pourquoi ça me choquerait? Non, je vous pose la question. Bah non, c'est un chanteur qui se produit dans une salle de spectacle et voilà. Et alors tout de suite et sans transition, voici un avis absolument opposé. C'est celui de Virginie Calmels, la vice-présidente des Républicains, qui elle était ce matin chez nos confrères de Sud Radio.
Il n'y a pas de respect des victimes, il y a de l'indécence derrière ce concert, cette organisation. Pour moi, il ne fait nul doute qu'il y a une atteinte à l'ordre public et que dès lors, normalement, ce concert devrait être annulé. Alors, nous allons poser la question de la déprogrammation de ce concert. Elle est posée depuis ce matin aux internautes du Figaro. C'est la question du jour sur le Figaro.fr. Il y a eu près de 12 000 votants. On rappelle que ce n'est pas un sondage, puisque vote qui veut sur notre site internet et 85% des votants sont favorables à l'interdiction du concert du rapport Médine. Est-ce aussi votre avis, Édouard Tétrault? Faut-il déprogrammer ce concert? Ça dit quand même qu'il y a une sagesse populaire et une sagesse républicaine. C'est un sujet. Dire que vous la partagez. Oui, c'est un sujet lourd. Nous vivons dans un pays. Si Thomas ou moi, on écrit un texte et on chante une chanson pour dire mort aux Juifs, sale arabe, les Noirs à la mer, on va en prison et c'est très bien. Si en revanche, on dit crucifions les laïcars comme à Golgotha, on dit je me suffis d'Allah. Marianne est une femme tatouée Fuck God sur les mamelles. Si j'applique la charia, les voleurs ne pourront plus faire de main courante, etc. Je mets des fatwas sur la tête des cons. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Là, pas touche, parce que si on dit quelque chose, attention, c'est de l'islamophobie. Et il faut savoir où on est exactement. Soit nous sommes en République et dans le pays des droits de l'homme, et dans ces cas-là, ce monsieur non seulement ne peut évidemment pas être programmé au Bataclan, mais il faut aller le chercher sur les incitations à la haine qui sont contenues dans ces textes, dans ces expressions. Il faut aussi noter, ça je reconnais bien là, un double langage vicieux qui est très dangereux, qui fait son œuvre aujourd'hui malheureusement dans le pays. Il essayait de se justifier dans une émission. Il disait tout cela c'est normal. J'ai tendu un piège. Pour que les gens qui caricaturent l'islam, etc. Il faut être, si on croit comme Thomas le croit, si on croit que la France est encore le pays des droits de l'homme, si on croit que la France est encore une république dans laquelle nous pouvons vivre avec un vivre ensemble, on met les mots que l'on souhaite. Alors il faut agir. Monsieur, comment il s'appelle, Médine, n'est rien d'autre qu'un dieudonné d'extrême gauche, extrêmement dangereux. Je crois que nous avons été beaucoup trop timides, complaisants face à ce type d'expression, d'appel à la haine et à la violence, et qu'il est temps de reconquérir le terrain. Quand j'écoute une députée de la République dire « je ne vois pas où est le problème », Daniel Obono. Dans quel pays sommes-nous? Nous ne sommes plus en République. On n'est pas non plus obligé de tomber dans les panneaux. J'aimerais savoir. J'aimerais savoir. Vous terminez d'un mot. Si la France insoumise et après on passe la parole à Thomas Souquier. est en République avec nous là-dessus ou pas? On n'est pas obligé de tomber dans les panneaux en fait que nous. Mathieu Souquier, vraiment. On n'est pas obligé de tomber dans les panneaux. C'est Marine Le Pen. L'un et l'autre ou pas dans ce pays? Pardon? Est-ce qu'on peut dire indifféremment crucifions les laïcs, mort aux Juifs, sale arabe, les Noirs à la mer? Ou alors, on ne peut pas le dire. Si on ne peut pas le dire au nom de vivre ensemble en paix et dans un pays républicain, alors il faut agir. Il ne m'a pas échappé. L'indulgence, la complaisance de certains, et notamment de certains partis, face à ces mouvements, ces appels à la haine et à l'anti-république, ça c'est... Vous parlez de l'indulgence en fait des dirigeants du Bataclan qui ont pris la responsabilité. Non, mais si, mais je vous réponds. On est dans un débat beaucoup plus large. Ne me coupez pas. En fait, je vous réponds de façon très précise et très sérieuse. On écoute Mathieu Souquier. Je ressens le débat. On ne parle pas des producteurs du Bataclan. C'est moi qui ressens le débat. On ne va pas faire du double langage à la Médine pour dire j'aurais tendu un piège, ils sont tombés dedans. En fait, vous ne m'avez pas laissé parler. Non, je suis en désaccord. Voilà, Mathieu Souquier. Je suis en désaccord profond avec vous. Parlez-vous en fait de l'indulgence des programmateurs du Bataclan? Non, je ne parle pas de ça. Mais moi, je vous parle de ça. Parlez-vous de l'indulgence en fait? Est-ce qu'on a le droit de dire dans notre pays mort aux Juifs, mort aux Arabes, mort aux cathos? Puis-je répondre? Pour moi, c'est non. Puis-je être en désaccord avec vous et exprimer mon point de vue? Non, là, Édouard Tétrault, voilà, je crois qu'on a compris vos arguments. On écoute maintenant Mathieu Souquier. C'est dingue, ça. Je suis confus de Allez-y. mon désaccord, en fait. C'est un sujet sérieux. Laissez-moi parler si vous voulez. Mais pas les producteurs du Bataclan. Les producteurs du Bataclan n'ont vu aucune difficulté à programmer Médine. Deuxième chose, l'association des victimes du Bataclan a pris exactement la même position. Or,
Il y a deux avocats des familles qui ne sont pas sur ce registre-là. Qui est plus légitime Juste, attendez. Edouard Tétrault, on a entendu vos arguments vraiment. On va faire circuler la parole. Edouard Tétrault, nous avons, je crois, vraiment écouté vos arguments. On écoute ceux de Mathieu Souquier. J'ajoute simplement qu'il y a deux avocats qui, sur le Figaro.fr, en l'occurrence sur notre site internet, avocats des familles, eux, disent qu'il faudrait. Mais les avocats ne m'intéressent pas. Je me fie à ce que dit l'association en question et, encore une fois, les programmateurs du Bataclan qui sont totalement raccords. Voilà. Mais s'il vous plaît, Edouard Tétrault, s'il vous plaît, là, c'est moi qui vous. Je constate que la polémique a été initiée par la droite, et par l'extrême droite et par la droite extrême, et que depuis, je ne suis pas un fanatique de M. Médine que je ne connais pas. C'est un rappeur que je ne connais pas, que je n'écoute pas. Et j'ai découvert ces textes. J'ai néanmoins noté qu'il avait lui-même cherché à mettre de l'eau dans son vin depuis des paroles que vous citez et qui remontent à 2005. Donc vous ne déprogrammez pas, pour faire court. Quelle indulgence quand même par rapport à l'islamo-gauchisme, vous êtes quand même... Mais je ne suis indulgent vis-à-vis de rien. Enfin, personne ne conteste le fait que l'islamisme radical est un danger pour la démocratie. On dirait que vous avez de mal à prendre position sur le fond. Non, j'ai aucun problème. J'entends en fait ce que disent... Donc vous ne déprogrammez pas, pour faire court. J'entends ce que disent, encore une fois, les responsables du Bataclan et l'association qui défend la mémoire des victimes. Se retrancher derrière le mais je ne me retranche derrière rien. L'expression de la France insoumise, de quel droit. Est-ce que la France insoumise Maintenant, c'est moi qui reprends la parole. Merci beaucoup, car je suis l'animateur de ce débat et je vous remercie beaucoup d'y participer. Et donc, Thomas Guénolé, je vous passe la parole. Je suis fan de rap. Il y a plusieurs morceaux de Médine que j'aime bien. Par exemple, la chanson Protest Song, j'aime beaucoup. Ou alors une chanson qu'il a chantée avec deux autres rappeurs qui s'appellent Kerry James et Youssoupha, qui s'appelle Contre nous. C'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est pas celle-là qui pose non, mais polémique, je dis juste que par rapport à d'autres intervenants, il se trouve qu'étant fan de rap et l'ayant par ailleurs étudié pour un de mes bouquins, en l'occurrence un bouquin consacré au thème de la diabolisation des jeunes de banlieue, en fait, je connais bien le sujet du rap conscient. C'est des choses que j'ai beaucoup écoutées et beaucoup lues. Peut-être que ça me permet d'avoir une certaine distance sur ces sujets-là. C'est-à-dire que je voudrais rappeler que dans le rap, l'agressivité est une figure de style. Ce n'est pas du premier degré. Je vous prends un exemple. Le rappeur Sofiane. Le rappeur Sofiane, quand il fait des chansons où il décrit sa vie de gangster qui tue des gens et qui fait des grands trafics, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Donc vous dites Sofiane c'est le deuxième degré. Pas... Attendez, je vais finir. Sofiane, il n'est pas vraiment gangster, vous voyez. Par contre, si vous écoutez ses chansons au premier degré, il est en train de vous dire qu'il va descendre tout le quartier pour pouvoir faire plus de business. Voilà. Donc, encore une fois, la différence entre un artiste et quelqu'un qui est dans je ne sais quelle démarche politique, c'est précisément qu'il s'agit d'une expression artistique. En parlant de ça d'ailleurs, moi j'ai une position de principe qui est de dire non à la censure de l'expression artistique. On a beaucoup évoqué « Je suis Charlie » dans le contexte actuel. Je voudrais rappeler qu'un élément central de « Je suis Charlie », c'est de considérer qu'on doit préserver la liberté d'expression, en particulier la provocation et la caricature. C'est ce que fait Moreau-Juif, il a dit Moreau-Juif, vous auriez tenu la même... Il a dit bien pire. Vous auriez tenu la même position, comme les laïcs, excusez-moi, juste Thomas Guénolé. Excusez-moi. Non, là, c'est moi qui vous pose une question. Oui, et moi je vous réponds. Oui, mais je refuse de tout mélanger. Vous me dites au nom de la liberté d'expression, ce que je comprends très bien. Donc, est-ce qu'elle est valable aussi pour Dieudonné? C'est juste un point important de votre démonstration. J'ai pas fini. Vous ne souhaitez pas répondre sur cette question? Non, c'est pas ça. C'est que c'est hors sujet. Donc oui, je vous réponds pas. Non, parce que vous dites la liberté d'expression, ce que je comprends très bien. Oui, et puis après vous allez me demander ma position sur le conflit israélo-palestinien, histoire qu'on finisse de bien tout mélanger. Non, mais soyons un peu sérieux. Parce que Edouard Tétrault, merci, c'est moi qui pose les questions. Parce qu'on a fait cette comparaison entre les deux artistes, entre guillemets. Sur le clip musical Don't Like consacré à la laïcité, le propos du clip en question, c'est d'accuser une partie des gens qui se revendiquent de la laïcité de vouloir en réalité uniquement diaboliser les Français de confession musulmane. Vous êtes d'accord ou pas avec sa position? Moi, je pense que dans ce clip-là et dans les paroles qu'il a, moi, je pense qu'il va trop loin. En particulier, il y a des passages où, à mon avis, il va trop loin dans tout ce qu'il va défendre. Comment dire, la position n'est pas d'être contre la laïcité, la position est d'être contre le détournement de la laïcité. Ceci dit, lui-même a dit depuis que c'était une provocation inutile. Attendez. Je vous laisse 15 secondes parce que je voudrais aussi écouter Benoît Dumoulin, ça n'est pas pour vous censurer. Et sur le problème du symbole du Bataclan, oui. Est-ce que Médine est un terroriste? Non. Est-ce que Médine est un islamiste? Non. Donc je ne vois pas où est le problème. Ok, au moins c'est clair. Benoît Dumoulin. Ou alors expliquez-moi que Médine est un islamiste terroriste. Benoît Dumoulin. Médine
Mehdi m'éclate, Black M, il y a un moment, il y en a marre. C'est-à-dire que on peut j'entends ce que vous dites sur l'art, la distanciation, mais est-ce que vous croyez... Attendez, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Est-ce que vous croyez que des petits jeunes qui n'ont pas forcément qui n'ont pas eu une éducation et qui n'ont pas cette distanciation de l'art, quand ils entendent ces paroles... Qui n'ont pas eu une éducation? Oui, il y en a qui arrêtent l'école à 12 ans, puisque vous connaissez la banlieue. Moi aussi, je la connais. J'ai vécu un an en banlieue. Et le gros problème, c'est la déscolarisation. Dans une association qui justement aidait à scolariser les jeunes de banlieue, j'ai bien vu que le problème, c'était de prendre tout au premier degré. Alors vous mettez des phrases comme celle-ci, je trouve que c'est criminel, et je pèse mes mots, je trouve que c'est criminel de montrer ce genre de phrases qui sont vraiment inadmissibles et de les montrer aujourd'hui à des publics qui n'ont pas ce recul et pour dire ah oui, c'est de l'art, c'est trop facile de se retrancher derrière. Je pense que vous sous-estimez les jeunes de banlieue, mais c'est pas grave. Je pense que vous êtes en train de sortir du champ de la République sans vous en rendre compte. Mais laissez parler l'association des victimes du Bataclan elle-même... Mais vous n'avez pas dit votre opinion, vous retranchez derrière celle de Pierre. Je ne me retranche pas derrière celle de Pierre. Thomas, il donne une expression, une opinion. De quel droit déclarez-vous en fait que... Vous n'osez même pas dire votre opinion. Mais de quel droit en fait estimez-vous... L'affaire est trop grave. En fait, vous n'écoutez pas en prime. L'affaire est trop grave. Très compliqué de s'exprimer. Pour passer Mathieu Souquet, une dernière phrase et je rends l'antenne. Je ne vois pas en quoi en fait la position de l'association des victimes du Bataclan en fait les fait sortir du champ républicain. Merci et je donne la parole à deux internautes, même si l'un d'eux va peut-être faire bondir Thomas Guénolé. DV sur le Figaro.fr prétendent que l'appel au meurtre, c'est de l'expression artistique. Cela permet à la France insoumise d'excuser toutes les dérives extrémistes. On a bien compris, pour vous avoir écouté, Thomas Guénolé, que ce n'est pas du tout comme ça que vous avez décrypté les choses. Voilà. Absolument. Et c'est bien pour ça que je me permettais de le préciser. Quant à Faux pas Charrier, encore lui, il nous dit « C'est évident qu'il faut déprogrammer, point d'exclamation, Obono à tort ». Eh bien, c'est votre point de vue, cher internaute, ça tombe bien, c'est aussi le nom et le principe de cette émission. Merci d'avoir accepté ce débat hautement contradictoire. Nous nous retrouvons pour l'émission demain. Même heure, même endroit, ce sera avec Marie-Amélie Lombard. Bonsoir.